Alors, le manque de confiance en soi, c'est une chose, mais dans un sens, c'est pas mal parce qu'au moins, on s'en rend compte. Quand on manque de confiance en soi, eh bien, on le sait, on s'en rend compte. Mais c'est la même chose, en fait, il y a quelque chose derrière, hein. Donc, je vous parle ces jours-ci dans les vidéos que derrière, quand on va creuser, il y a toujours une raison, hein, voilà. Et c'est important d'aller découvrir cette raison. Cette raison, elle est toujours basée en fait sur une faible estime de soi et sur un manque d'estime de soi. Mais en fait, quand on a trop de confiance en soi, et je suis sûre que tout le monde connaît ici au moins une personne, voire plusieurs, qui n'ont pas du tout l'air, enfin justement qui sont très confiants, hein, qui auraient même trop de confiance en eux, hein, on en connaît tous. Eh bien, figurez-vous que c'est un petit peu la même chose. En fait, les deux excès, en fait, sont problématiques. Les deux excès viennent montrer, comment dire, un déséquilibre, un désalignement de l'estime de soi. Quelqu'un qui a trop confiance en lui, qui en fait trop, en fait, eh ben, c'est pas bon non plus. C'est, je dirais même qu'il y a un deuxième problème, ça va être le problème de l'ego. En fait, il faut surtout pas qu'on voit, en fait, qu'au fond de moi, il n'y a pas l'estime, en fait. Et donc, du coup, pour masquer ça, alors j'allais dire, ça va être souvent ça peut être souvent chez les hommes, hein, mais ça peut être aussi chez des femmes qui ont une personnalité très yang. Dans ce côté très masculin, d'assumer, comment dire, de pas vouloir que ça se voit en fait, parce que pour eux c'est trop de vulnérabilité. Donc ils veulent tellement pas que ça se voit. On en revient toujours aux blessures d'enfance, hein, le lien au père, à la mère, etc. Hein, peut-être même à des humiliations. Et en fait, on veut tellement pas que ça se voit qu'on a, en fait, une mauvaise estime de soi, qu'on va tout faire pour que ça ne soit même pas imaginable. Voilà, et ça va même être un booster. Voilà, il peut y avoir aussi de la colère derrière et ça va être un booster. Le booster, c'est l'ego. Donc, non seulement il n'y a pas d'estime de soi derrière, mais sauf que ces gens-là, ils se remettent encore moins en question parce qu'ils sont, en fait, c'est un mode survie, hein, qui s'est activé depuis l'enfance en disant, oh là là, faut surtout pas que ça se voit. Qu'en fait je manque d'estime de moi, que j'ai de la vulnérabilité, que mon enfant intérieur depuis petit il a été très blessé et en fait ces gens-là souvent ne réparent pas, voilà, ne réintègrent pas cette partie d'eux-mêmes et en fait du coup ils font tout pour que ça se voit pas et donc ça va être les personnes qui vont avoir trop confiance en eux. Donc n'ayez pas, parce que parfois on peut se dire oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir autant confiance. On peut des fois idéaliser des personnes qui ont très très confiance en eux ou quoi. Détrompez-vous. À partir d'aujourd'hui, regardez ces personnes-là différemment parce que derrière, il y a des grosses blessures d'enfance. Et ces gens-là, pour eux, c'est très difficile de déconditionner parce qu'en fait, comme il y a l'ego qui protège le tout, ils savent tout, ils connaissent tout, ils sont dans leur vérité, ils sont conditionnés dans leur truc de non-vulnérabilité et donc en fait ils sont complètement attachés à cette identité qu'ils ont et alors pour eux c'est encore plus difficile. Donc dans un sens il vaut mieux manquer de confiance en soi que d'avoir trop de confiance en soi, hein, voilà, c'est beaucoup plus facile parce que en fait quand on manque de confiance en soi on en a conscience. Donc, on se pose des questions, on est curieux et on essaie d'améliorer ça, entre guillemets, hein. Alors que dans l'autre sens, ben, il y a rarement le chemin, à part d'avoir des gros pets de vie et encore, en fait, et d'arriver à rééquilibrer. C'est toujours une question d'équilibrage et en fait, l'idéal, c'est le juste milieu, c'est juste d'avoir confiance en soi. Voilà, de savoir qui on est, de connaître nos capacités, nos talents, etc. Et ça, c'est ce que permet la numérologie aussi, entre autres, hein, mais il y a plein d'autres choses qui le permettent. Le plus on va se connaître, le plus on va connaître nos dons, nos talents innés, etc. Et autant savoir que tout le monde en a.
elles sont pas toutes les, c'est pas les mêmes pour tous, mais on en a tous. Et ça, c'est important de le savoir, de le réentendre. On a tous des capacités innées, des talents, des dons. Voilà, et ça, c'est génial parce qu'avec la numérologie, on le voit, parce que quand vous demandez aux gens, il y a une majorité de gens qui sont dans le milieu ou dans le trop de confiance, qui vont dire, bah oui, je connais mes dons, je sais en quoi je suis bon et tout ça. On croit se connaître. Le problème, c'est qu'on croit se connaître avec notre vision, en fait, de la partie consciente. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, comme je vous dis tout le temps, qui sont inconscientes. Le conscient, c'est que 5% et l'inconscient, c'est 95%. Donc, on croit qu'on se connaît, sauf qu'on se connaît avec nos filtres, avec notre conditionnement. Et notre conditionnement, il est basé sur quoi? Sur nos blessures d'enfance. Donc, avec notre ego, avec tout ce qui nous a permis d'être en mode survie, entre guillemets, on a construit des choses sur cette version de nous. Donc, en fait, on croit qu'on se connaît, mais tant qu'on ne va pas explorer toute la partie inconsciente de notre être, hein, de tout ce qu'on s'est conditionné, en fait, pour survivre, eh bien, on ne se connaît pas vraiment. C'est les fameuses couches d'oignons, tu as dû déjà en entendre parler, les fameuses couches d'oignons qu'il faut enlever au fur et à mesure pour aller retrouver notre vraie nature, notre unicité à chacun. On est tous différents. Voilà, on a tous des talents et des dons, mais on est tous différents. Donc, le but, c'est pas d'aller copier celle des autres ou d'aller se faire, d'aller en perméabilité aux dons et talents des autres ou de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Le but ultime, c'est de retrouver les nôtres, qui nous sont propres. Voilà. C'est pour ça que des fois, ça marche pas, parce que des fois, on veut, faire des métiers ou exercer, voilà. On veut coller à des compétences qui vont pas forcément être les nôtres, à la base. Voilà. Donc la numérologie, ça permet vraiment, avec l'approche karmique, transgénérationnelle, etc., d'aller recoller à notre propre leadership. Donc cette année, je vous ai dit, 2026, j'allais beaucoup vous parler du 8, du leadership, de la confiance, etc. Parce que c'est vraiment la thématique de l'année. Le 8, c'est le nombre de la manifestation, c'est le nombre du leadership. Alors il y a le 1, le 4, c'est tous les nombres un peu yang, on va dire, hein, qui sont très masculins dans le faire, etc. Hein, le leadership. Mais moi, en tant que femme, j'ai envie de vous amener aussi. Donc, on doit tous avoir des nombres de yang et des nombres yin. Et en fait, notre personnalité, il faut qu'elle ait un juste équilibre entre les deux. Hein. Il faut du leadership, de la confiance et tout ça. Mais toute la partie estime de soi, elle va être plutôt dans les nombres yin. Elle va être plutôt dans comment est-ce qu'on s'autorise à recevoir, comment on s'autorise à être. Et ça va être le côté yin de nos nombres. Et ça, on va le voir dans le thème. C'est pour ça que le thème, c'est génial parce que c'est un décodeur incroyable. Tout est noté, tout est écrit. En fait, il suffit d'avoir le décodeur, effectivement. Mais sinon, tout est écrit, tout est noté pour chacun. Et donc, on va voir là où il y a trop de yang, là où il y a trop de yin. S'il y a trop d'action, l'action et les nombres yang. Et le 8, ça va être aussi, je vous parle de leadership, de confiance, mais ça va être aussi le contrôle, la maîtrise, le vouloir. Et ça, quand il y en a trop, ça ne laisse pas la place hein, à l'intuition, au libre arbitre, à laisser les choses se découler, à s'écouter, etc. Quand il y a trop de contrôle, ça bloque tout. Voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et donc ça, c'est le but de toute notre vie, hein, d'arriver à équilibrer ça entre le faire et l'être. Voilà. Donc, avec ce 8 cette année, je vais beaucoup vous parler de ça, de la confiance. Et donc, derrière la confiance, vous avez compris maintenant, je vous ai partagé plusieurs vidéos là-dessus, il y a l'estime. Et c'est là qu'on s'attaque au vrai problème. Parce que la confiance, elle s'acquiert avec les études. On étudie, on étudie, on apprend les choses. Moi, j'ai étudié dans énormément de domaines d'activité différents. De l'immobilier, de l'hôtellerie, beaucoup de choses liées à la maison, l'architecture d'intérieur, les photovoltaïque, l'énergie dans la maison, tout ce qui va être un petit peu feng shui. Je suis tellement curieuse, le vastu, toutes les techniques un petit peu ancestrales liées à la maison,
l'énergétique, les soins, j'ai fait mais tellement de choses différentes. Et en fait, plus on apprend, plus on prend confiance en soi, plus on se sent légitime. Et aussi, j'ai travaillé dans les assurances ces derniers temps. Voilà, toujours pareil, lié aussi à l'habitat, toujours. Et en fait, on apprend. Au début, on flippe, on ne sait pas, c'est des nouvelles techniques, c'est des nouveaux outils, des nouveaux CRM, des nouveaux process, des nouvelles stratégies. Oui. Et ça, c'est bien. Et ça, il ne faut pas le perdre parce que c'est ça qui nous permet de devenir agile. C'est ça qui nous permet de nous adapter, de rester curieux, de rester flexible, d'apprendre des nouvelles compétences, mais surtout de faire continuer à faire fonctionner notre cerveau, à apprendre des choses. Et en fait, au début, on flippe, etc. Je me souviens des fois, à mes premières prises d'appel, mais limite, je tremblais en fait. Parce qu'on a peur, on a peur de ne pas contrôler, on a peur de ne pas y arriver et tout ça. Et là, oui, ça c'est top pour la confiance. Parce qu'après, on le fait, hop, et après, au bout d'un mois, on le fait, mais les doigts dans le nez, quoi, en fait. Et on se dit, mais comment je pouvais être dans un état de stress pareil, en fait? Et parce que c'est la peur de l'inconnu. Et donc ça, il n'y a qu'en faisant des nouvelles choses, en faisant, et en sortant un petit peu de notre zone de confort, entre guillemets, qu'on va se rendre compte finalement qu'on est capable. La confiance, ça va avec la capacité. D'où le problème des enfants surprotégés. Hein. Ça, je vous en parle souvent. Alors là, on leur bloque tout dès le début. Ils n'ont aucune chance d'arriver à se réaliser parce qu'ils ne vont pas pouvoir se rendre compte que finalement, ils sont capables. Hein. Ça a été le cas dans mon enfance. Quand on surprotège trop nos enfants, on leur enlève dès le début, on leur coupe l'herbe sous le pied. On leur enlève cette possibilité de se rendre compte qu'ils sont capables. Et donc, c'est un gros problème. Hein. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de confiance en eux, il peut y avoir cette, je trouve plus mon mot. Cette possibilité, en fait, qu'ils ont eu une enfance aussi surprotégée. Hein, voilà, ça peut être, le manque de confiance peut être une conséquence. Il peut y avoir cette origine, voilà, c'est ça que je cherchais. Hein, il peut y avoir cette origine-là. Après, il peut y avoir d'autres origines qui sont moins connues, moins conscientes et qui peuvent être liées à des traumas de l'enfance. Bien sûr, hein, un enfant qui aura été humilié, rejeté, etc., c'est sûr qu'il aura un problème d'estime de lui et ce qui fait qu'il pourra peut-être avoir un problème de confiance. Hein, voilà, bien sûr, tous les traumas de l'enfance, qu'ils soient connus ou non. Hein, et on sait que, en fait, il y a énormément de traumas qui ont été bloqués par le système nerveux, bloqués par la mémoire, bloqués par le corps, même s'ils sont encore dans le corps, mais bloqués par la mémoire et la conscience, justement, pour être en mode survie et pour... voilà. Ce qui empêche qu'en tout cas, comme je vous dis tout le temps, si on manque de confiance en soi, il y a une raison. Et ça, il faut la connaître, cette raison. Parce que si on ne la connaît pas, on ne peut pas les réparer. Alors, il y a des thérapeutes qui vont vous dire qu'on n'a pas besoin de connaître pour réparer. Alors, je dirais oui et non, ça dépend. Voilà, ça dépend. On est tous différents. Il y a des gens, et ça on le voit en numérologie, ceux qui ont du 7, comme moi, eux, ils vont vouloir chercher, ils vont vouloir comprendre. Ils ont besoin de comprendre. Et il y a d'autres personnes, effectivement, moi j'ai une mission en 7, donc c'est vraiment l'apprentissage, la connaissance et partager avec les autres et retranscrire. Et moi, c'est vraiment mon bonheur à chaque fois de vous partager ce que je découvre, partager mes expériences, comment j'ai résolu des problèmes, comment j'améliore des choses. Des personnes qui n'ont pas de 7 dans leur thème, ils n'ont pas forcément cette quête de sens. Dont toujours l'intérêt, du coup, le fait de se connaître. Parce que c'est normal, si on n'a pas de 7, c'est normal qu'on ne cherche pas à comprendre, qu'on n'a pas besoin de connaître. Et du coup, on n'a pas forcément besoin de thérapeute dans ce sens-là. Et par contre, si on a si on a un chemin de vie en 7, ou une mission en 7, ou si on s'exprime, si notre nombre d'expressions est en 7, par exemple, on va avoir besoin de comprendre et d'avoir des réponses, des solutions, de savoir le pourquoi des choses, de connaître l'origine. Donc, si vous vous reconnaissez ou dans l'un ou dans l'autre, vous voyez bien que déjà rien que ça ne va pas montrer la même démarche et que rien que ça, c'est essentiel déjà de savoir. Des fois, on a l'impression qu'on en sait trop. Des fois, les gens ils vous disent « Ah, tu ne prends pas la tête, arrête, tu te poses trop de questions et tout. » Ben non, en fait, parce que moi, je fonctionne comme ça. Mais des fois, on ne se comprend pas. Parce que si l'autre personne, elle ne fonctionne pas comme ça, elle se dit « Mais qu'est-ce qui se prenne la tête? Qu'est-ce qui se pose trop de questions ?»
et tout. Moi, je sais des fois des gens qui me disent ah, faut pas trop chercher les réponses, faut pas trop aller creuser et tout. Et ça, c'est typiquement des réponses ou des phrases de personnes qui sont évitantes. Ils veulent pas confronter les choses, ils veulent pas aller remuer tout ça. Donc ça va dépendre. C'est les fameux schémas d'attachement aussi. Est-ce qu'on est évitant ou pas du tout? Est-ce qu'on va être plus stressé, angoissé dans le schéma d'évitement? Dans les deux cas, de toute façon, on sait aussi que c'est deux systèmes de survie. Hein. Une fois de plus, le bon, il est au milieu. C'est celui qui est secure. Les deux autres, ils sont insécures. Que ce soit dans l'évitement comme dans celui qui va être... j'ai oublié le nom, mais en tout cas qui est stressé, angoissé, quoi, hein, qui va être, lui, plus dans la dépendance affective, dans le besoin de l'autre, voilà, de contrôle. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc, une fois de plus, on en revient toujours à l'équilibre. Mais une fois de plus, d'où le besoin de se connaître. Voilà, de connaître nos fonctionnements. Notre fonctionnement conscient et inconscient. Parce que oui, consciemment, on a l'impression qu'on se connaît. Mais en fait, déjà, on voit bien pour les gens qui ont plus de 40 ans qu'on ne se connaît pas à 40 ans ou à 45 ou à 50 ans comme on se connaissait à 20 ans. Donc, vous voyez bien, en fait, c'est comme si c'était deux personnes différentes. Hein. On dit que dans la première partie de la vie, on est conditionné à répondre aux besoins des parents, par exemple, ou du cercle proche. Hein, c'est un conditionnement familial automatique. En fait, on ne se pose pas de questions. On croit qu'on est destiné à faire le travail que veulent les parents, à reprendre l'entreprise, qu'on est conditionné à se marier, à faire des enfants. On ne se pose pas de questions, c'est la vie normale qu'on nous a dit, c'est comme ça, on est né dans une famille de telle religion, ben automatiquement, voilà, on est de cette religion, on ne remet pas en question les choses, en fait, on adhère, on est dans le moule qui a été créé pour nous depuis la naissance. Et à partir d'un moment, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, il y a des gens qui restent dans ce conditionnement-là toute leur vie, qui ne se posent aucune question. S'ils ont été cathos à la naissance, baptisés, ils vont être toute leur vie. Ils vont rester dans le moule, dans le sérail et pas se poser de questions et ça leur va bien. Et c'est ok, hein, en fait, chacun, voilà. Mais pour les autres personnes qui vont peut-être avoir des ruptures de vie, des divorces, des maladies, des faillites, des burn-out, des nuits nord de l'âme. Voilà, la maladie malheureusement aussi souvent un révélateur. Et il y a peut-être des gens là qui vont se dire, qui vont commencer à se poser des questions. Et se dire en fait, c'est quoi le sens de tout ça? Et c'est là qu'il y a des switches, et c'est là qu'on dit, il y a la deuxième partie de la vie, hein, on appelle ça là aussi la crise de la quarantaine. Mais en fait, pourquoi on dit la crise de la quarantaine? Ben c'est ça, parce que c'est le moment où en fait, on se dit, ben en fait, j'ai fait ça pour les autres, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait les études de ça, j'ai repris le truc de mes parents. On m'a dit, voilà, il fallait être estimable, aimable, donc il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, il faut rentrer dans le moule, il faut faire plaisir à tout le monde, il ne faut pas faire honte, il ne faut pas être trop bizarre ou trop sorti du moule, etc. Pour pas avoir des jugements et parce que nous-mêmes on a peur de se faire rejeter de notre propre famille et tout, c'est toujours l'histoire du clan. Et alors selon les religions, alors il y a des religions où c'est très 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 difficile de sortir du clan, hein, parce que c'est tellement plombé, il y a tellement d'emprise dans la religion, dans le patriarcat, dans qui on doit être pour être un bon enfant. Il y a des religions où on veut tellement pas faire honte à ses parents, on veut tellement pas désobéir à ce qu'on attend de nous. En fait, c'est comme si c'est impossible. Hein. C'est impossible d'être qui on est. Et il y a des énormes refoulements par rapport à ça. Je suis sûre que vous en connaissez aussi. J'ai habité à l'étranger, dans plusieurs pays. Et c'est incroyable comment, en fait, on a conditionné les gens dans des étaux. Mais vraiment, les gens ne sont pas libres d'être qui ils sont. Mais sans aller dans X pays, ben, déjà en France, c'est... Voilà. Mais en France, il y a un petit peu moins la chape de plomb de la religion et du rapport aux parents, qui est quand même, heureusement, c'était plus ce qu'il y avait chez nous au début du siècle. Hein. Ça va être plus nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Par contre, attention, on peut porter des loyautés de nos grands-parents par rapport à ça, hein, sans le savoir. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même... Il y a d'autres
enjeux avec les réseaux sociaux, avec les médias, tout ça, où les gens, ils flippent tellement d'être différents. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on découvre dans la numérologie et dans d'autres outils, bien sûr. Il y a un outil qui ne trompe pas de base, qui est notre support, qui a tous les messages, qui peut tout décoder, qui peut tout guérir, c'est le corps. Voilà. Alors, la transformation, j'allais dire, il faut qu'elle s'accompagne par le corps, mais non, je dirais même, ça part du corps, en fait. Et moi, j'ai vécu une transformation là ces derniers temps, ces dernières années, qui est beaucoup partie à la base du mental, de la tête, de mes épreuves, etc. Mais comment, ces dernières années, je suis passée à arrêter de fumer. Moi, j'étais très, très, très en lien avec plein d'addictions. La cigarette, c'était très difficile pour moi, même si j'ai arrêté de fumer pendant des années, mais c'était vraiment compliqué. Je suis dans une famille où on aimait l'alcool, le bon vin et tout. Après, papa, il avait des tendances aussi. Mais même chez maman, on aimait beaucoup les régions, le vin. En France, on est dans un pays où il y a la culture du vin. Et donc pour moi, c'était très difficile aussi. Mais en fait, il y avait un côté aussi un peu addictif, hein, un peu comme la cigarette, enfin plein de choses, la malbouffe, hein, qui font qu'en fait, on s'esquinte la santé et qu'on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas à sortir de ce truc. Hein. Voilà, donc c'est lié aussi à nos blessures, c'est lié à nos besoins de, en fait, compenser. Et c'est pas du hasard tout ça. Et là, ces dernières années, j'ai eu un rapport au corps qui a été vraiment très 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 différent. Il y a aussi du sevrage aussi au niveau de la sexualité, du célibat. Cette énergie qu'on a en nous, cette kundalini, c'est notre énergie de vie, cette énergie sexuelle. Ben, en fait, que si jamais, parfois on peut la disperser, cette énergie. On peut la gaspiller, entre guillemets, dans des relations où soi-même on va s'oublier. Et en fait, c'est pour ça qu'on est si fatigué, pour qu'on est... euh, on va cultiver des liens, parce qu'on crée des liens avec l'énergétique. Hein, dans le lien amoureux, dans l'acte sexuel, ça crée des liens. Ça crée aussi des liens dans l'énergétique, au-delà. Et nous, les femmes, on a une énergie créatrice dans notre bassin, au niveau de la yoni, du bassin. On est capable de faire des bébés. On a une puissance de création, nous les femmes. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes partout dans le monde qui sont vraiment empêchées, emprisonnées, qui sont soumises, qu'on soumet. Parce que les femmes, si elles savaient la puissance qu'elles ont partout dans le monde, le jour où il va y avoir la révolution des femmes, les jours où les femmes vont avoir conscience de leur pouvoir, de leur potentiel créateur, et donc d'amour, de lien, de tout en fait. C'est la base de la création. Cette énergie, on l'a en nous. C'est aussi cette énergie sexuelle, cette kundalini. Et quand on sait la manier, la préserver, l'utiliser à bon escient, hein, le tantra parle de ça depuis tellement longtemps. En Europe, on a oublié plein de choses hein, au niveau des médecines ancestrales, au niveau de... Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Ben, le rapport, c'est le leadership. Ce leadership, c'est une puissance personnelle. Donc, plus on se connaît, plus on a cette liberté de pouvoir, en fait. Se connaître, c'est pouvoir. Retrouver son estime de soi pour retrouver une confiance en soi, c'est notre clé de liberté. Ça permet d'éloigner les peurs. Je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout de peur, jamais, non. Mais ça permet de les éloigner. Le plus on se réestime de soi, le plus on se comprend soi-même, le plus on a d'empathie soi-même pour qui on est. Le plus on renoue avec cette confiance et avec notre corps. Donc c'est ça que je vous disais, moi ces dernières années, j'ai arrêté de fumer. Là ça fait je ne sais pas combien de mois, je ne bois plus une goutte d'alcool. J'avais promis à mon corps, j'ai eu une expérience initiatique l'année dernière, j'ai pensé que j'étais gravement malade. J'avais plein de symptômes. J'ai dit à mon corps, je te promets, si je m'en sors, si je ne suis pas malade, je m'engage envers toi-même
pour prendre soin de toi. Et ça, c'était entre moi et moi. Enfin, entre moi et lui. Et en fait, moi, et ça c'est aussi le 8, si jamais vous avez du 8 dans votre thème, vous allez vous reconnaître. Le 8, c'est l'alchimie. Comme je vous disais, c'est le nombre des transmutations. Le 8, je reviens toujours à la numérologie, parce que la numérologie explique beaucoup de choses. Moi, je suis chemin de vie 8. Et dans ma vie, c'est ça. Tout passe par des épreuves. Tout passe par des hauts, des bas, des cassages de gueule, des chagrins, des deuils, des faillites, des burn-out. C'est dingue, mais en tout cas, j'ai fonctionné comme ça toute ma vie. Et quand j'ai fait ma numérologie, j'ai compris pourquoi. Maintenant, j'en fais pas une croyance et j'en fais pas une fatalité. Je me dis, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est là que tout change, c'est d'avoir en conscience les choses. Maintenant, je sais que je suis chemin de vie 8. Je sais que je vais avoir tendance à tout faire passer par de la transmutation, de l'alchimie. Mais c'est violent, c'est un peu trop violent. Donc là, maintenant, j'ai dit, on va essayer de passer un peu plus en douceur, plus dans l'écoute. Donc ça demandait un retour à soi, justement, un retour au corps, à l'enfant intérieur, à ses sensations, à s'écouter, à arrêter de vouloir toujours, parce que le 8, c'est le nombre vraiment du leadership, c'est le leadership manifesté, incarné, le nombre de l'action, mais aussi du contrôle. Donc, va dire à quelqu'un de lâcher prise, à quelqu'un qui est contrôlant. Si la personne n'a pas compris pourquoi elle est contrôlante, donc j'en reviens toujours à la connaissance de soi, et d'aller comprendre le pourquoi, eh bien, elle lâchera jamais prise en fait. On ne peut pas lâcher prise si on ne sait pas pourquoi on veut contrôler les choses. Et aujourd'hui on le sait, le contrôle c'est lié à des peurs. Et pourquoi autant de peurs? Et du coup, s'il n'y a pas de confiance en soi, mais qu'il y a du contrôle, bah pourquoi en fait il n'y a pas de confiance et d'estime? Et en fait, c'est un faux semblant. Ça sert à rien de contrôler s'il n'y a pas de confiance et d'estime en fait. Hein. Donc c'est qu'il y a vraiment de très grosses peurs. Et tout ça, il faut le rééquilibrer. Reprendre confiance en la vie en fait. Aux synchronicités, à l'intuition, à nos ressentis, à notre propre guidance intérieure. Et ça, on peut le faire que si on se connaît, si on a appris à se connaître vraiment. Donc au fur et à mesure, on se connaît mieux, on retrouve de l'estime de soi, on guérit les blessures. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait en 2 mois, hein, pas du tout. Ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs années. Ça demande un travail acharné, là pour le coup, pas de contrôle, de maîtrise ou de vouloir, mais de vouloir du bien pour soi. En tout cas, il faut être déjà dans cette intention, donc c'est plus du contrôle, mais c'est de l'intention. Et une fois qu'on a cette intention, ben, je vous dis, ça prend du temps. Mais par contre, on ne revient pas en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pour ça qu'ici, j'ai à cœur de vous partager. Il y a beaucoup de contenu long. Parce qu'on ne peut pas parler vite fait de choses comme ça, vite fait. En fait, il y a tellement de choses impliquées, imbriquées, qui sont liées. On ne peut pas parler d'une chose et pas de l'autre. On ne peut pas parler de la confiance si on parlait de l'estime. On ne peut pas parler du manque de confiance sans parler des blessures et de l'enfance et de l'enfant intérieur. On ne peut pas parler de la vitalité et je veux dire du rapport au corps, aux addictions et au vouloir et pourquoi on veut mais qu'on n'y arrive pas. Pourquoi on est si nombreux à vouloir arrêter de fumer, à manger mieux ici et là, et pourquoi on n'y arrive pas? C'est ça les addictions. Et derrière l'addiction, il y a une raison une fois de plus. Si on ne connaît pas la raison, l'addiction, on va avoir énormément. Alors il y a des petites méthodes qui marchent avec de l'hypnose, avec des trucs. Mais sinon, ça va revenir sous une autre forme ou sous une autre addiction. Donc si on ne comprend pas le but, enfin pas le but mais l'origine plutôt, on ne fait que déplacer les problèmes. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on avance et ça revient pas, on ne revient pas en arrière en fait. Et l'abondance, pourquoi je vous parle de 8, de la manifestation, l'abondance, c'est un nombre donc qui est très yang, c'est le nombre de l'infini, le 8. Donc, il a ce double rond. Le rond du bas qui va être très ancré, très matérialiste, les pépettes. Mais le problème des 8, c'est qu'il y a des gens qui sont que là-dedans, que dans le matériel, l'argent, les stratégies, le contrôle, le je fais. Donc voilà. Donc soit c'est des gens qui restent que dans le matériel et qui n'ont aucune conscience, aucune spiritualité. Le rond du haut n'est pas nourri.
ou après burn-out. Voilà, à force de faire, à un moment donné, voilà, un burn-out, de burn-out, etc. Soit il y a des gens qui vont être en 8 très perchés, mais j'en connais moins. En général, le 8, les gens vont être plutôt dans le côté faire, dans le côté aller jusqu'au burn-out, etc. Et en fait, il faut d'où la conscience des choses. Pour que la matérialité du bas s'incarne, il va y avoir beaucoup de gens en 8, peut-être comme moi j'ai été, qui vont avoir pas de confiance en soi, pas vraiment d'ambition, pas de besoin, même si on adore les belles choses, le luxe et tout, mais en tout cas, la matérialité n'aura pas été une ambition première, le gain d'argent, avec vraiment des ambitions financières élevées. Euh, et effectivement, on aura plutôt nourri la partie du haut du 8. Et c'est là qu'on nous dit des fois qu'on est un peu perché, qu'on n'est pas assez ancré, qu'on n'est pas assez entre guillemets, ça c'est ce que les autres vont dire, hein, qu'on est passé dans la réalité des choses ou quoi, parce que la majorité des gens, ils sont que euh, dans le côté très pratique, euh, comment dire, dans le b.a.-ba, et voilà, l'argent, le contrat, combien tu gagnes, combien tu fais, machin. Mais en fait, ils ont complètement déconnecté leurs ambitions financières, etc., de plein d'autres choses. Et après, ils se rendent compte à un moment donné, en fait, que finalement, l'abondance financière, est-ce que c'est pas par exemple notre santé? Est-ce que c'est pas notre vitalité? Et ça, malheureusement, on est tous passés par là, on s'en rend compte que quand on la perd, notre santé. Moi, j'ai eu des parents qui ont été très malades tous les deux pendant X années. J'ai très tôt eu conscience de ça, même si pendant des années, j'ai eu aussi des addictions, des problèmes de sommeil et plein de choses, des maux de ventre, enfin plein de choses qui m'ont empêché d'être en bonne santé et d'être en bonne vitalité. J'étais tout le temps fatiguée, je dormais mal, trop de stress, problème de peau, problème de ventre, acouphènes, enfin, ça a été un peu la totale. Et est-ce que notre vitalité, notre santé, et prendre soin de soi, donc quand on arrive c'est ça que j'ai envie de vous partager, à revenir à cet espace intérieur finalement, où on arrive vraiment à prendre soin de soi et à retrouver notre estime de soi. On sait ce qu'on vaut là pour le coup. Et est-ce que c'est pas ça qui crée ensuite tout le reste? L'abondance d'amour, l'abondance d'argent. Et c'est ça que je vous partage. Voilà. Parce qu'on a deux piliers qui sont pour le coup bien concrets, bien terrestres, bien matériels. C'est notre corps et c'est notre habitat. Je vous en parle souvent. Notre habitat aussi, c'est un soutien. Notre habitat, c'est pas juste une maison avec deux pierres, du béton, des briques, un toit, hein. Enfin, même si on habite en appartement, hein. Un truc là comme ça, bien figé, bien. Non. Notre habitat, déjà, on trouve jamais notre habitat par hasard, il est à notre image. Il va nous renvoyer des choses liées. On communique énergétiquement avec notre habitat. En numérologie, on peut aussi étudier l'adresse. Et quand il y a des maisons de famille, c'est super intéressant de voir les héritages qu'on trouve sur une adresse en numérologie, par exemple. Il y a des messages incroyables. Et donc, dans notre habitat, déjà en fonction des directions, des sens, de quel rapport il a à la lumière, de comment vont être disposées les choses, comment on va, euh, j'allais dire, l'intégrer, comment on va être en communication avec notre habitat. Ça nous donne un reflet aussi de comment on communique avec notre corps. C'est pareil. Les deux sont des piliers, des soutiens. Quand on a compris que ces deux choses-là, c'est nos piliers de base de vitalité pour tout, et en fait qui sont le socle et la base de toute notre abondance. Du travail, l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance dans les relations. Parce qu'on reconstruit, c'est comme une pyramide, on reconstruit depuis la base. Et ces deux-là, c'est nos deux piliers. Notre corps et notre habitat. Ils sont là à notre service. C'est eux qui sont venus recevoir notre âme, notre spiritualité, notre intuition. Hein, ce divin qu'on a en nous.
il faut des contenants en fait. Et les contenants, c'est quoi? Ben, c'est notre corps et notre habitat. Voilà. Donc pour avoir travaillé, mais pendant plus de 20 ans en fait autour de l'habitat, que ce soit dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, ça a été ma quête de toujours de reconstruire des habitats à notre image. Hein. Aujourd'hui, on parle de architecture humaniste, on parle de neuroarchitecture, et donc voilà, je continue à me former. Alors après, il y a l'école, le Vastu, ça va être un petit peu plus côté indien, etc. aussi, avec les mandalas, les choses. Je me suis formée aussi après le Feng Shui, avec l'activation des directions. On a quatre directions à activer chez nous qui sont personnelles. Vous savez que je vous parle toujours en numérologie du personnel universel. Et bien en fait, on a des directions personnelles qui nous sont bénéfiques. On en a 4, et 4 qui sont moins bonnes, et 4 qui sont très très bonnes, et qui sont basées sur notre date de naissance. Et du coup, quand on sait ça dans notre maison, et qu'on active notre maison, ça peut être comme une Merkaba, ou en tout cas, ça peut être comme un... C'est comme une géométrie sacrée, notre maison, mais notre corps aussi. Et quand on sait comment activer tout ça, et en plus comment les mettre en résonance ensemble, mais c'est une telle joie, c'est une telle abondance, c'est une telle énergie, une vitalité. Ça communique énergétiquement. Et puis on a des alliés dans nos maisons. On a des plantes, on a du vivant, on a la lumière, on a le soleil, savoir comment on fait communiquer tout ça ensemble. On a les cristaux, le minéral, le végétal. Tout ça en fait, c'est ancestral, hein, ça se sait depuis toujours, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'inventé, voilà, mais on vit dans une société, on a voulu trop évoluer, soi-disant se moderniser, tout ça, on a coupé tellement de choses ancestrales qui sont naturelles, bonnes pour la santé, qui sont reconnues depuis toujours, mais c'est comme si on a mis ça au tapis, voilà. Et en fait, il y a plein de choses dans la modernité qui sont géniales, hein, comme créer ces agents IA. Il faut aussi rester connecté à notre monde. Hein. Il ne faut pas vivre, je pense, archaïque, dans une cabane au fond de la forêt et tout. Il faut vivre avec son temps, avec son monde. Si on s'est incarné dans cette année-là, dans cette société-là et tout. Par contre, il faut apprendre à se préserver, il faut apprendre à s'écouter et aussi, comment dire, être en lien vraiment avec avec notre propre identité vraiment réelle, personnelle. Ça, c'est important. Et ça, comme je disais, ça demande d'éplucher l'oignon. Donc ici, vous trouverez toujours des contenus longs sur tous ces sujets-là, parce qu'en fait, tout est lié. Le corps, l'habitat, la santé, la longévité, elle va passer par ça. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la psychologie, le travail sur les blessures, etc. Je vous le dis depuis toujours. C'est un travail à faire de votre côté, ça. C'est la base. Si vous n'allez pas avoir les 5 blessures de l'âme, l'école Écoute ton corps de Lise Bourbeau, toutes la psychologie jungienne, le retour à l'individuation, savoir qui on est en tant qu'individu, etc., sortir des blessures, il n'y a rien d'autre qui pourra commencer en fait, hein, parce que vous allez toujours fonctionner sur des mécanismes de survie en fait, et des mécanismes inconscients tant que vous n'avez pas fait ce travail-là. Donc ce travail-là, c'est la base. Mais la majorité des gens, ils préfèrent rester dans leur travers, dans leur déni, plutôt que le faire. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est cette année que j'ai compris pourquoi moi j'ai toujours été une chercheuse de vérité. Bon, ça c'est typique du 7. Hein. Le 7, il veut connaître des vérités, il faut que les choses trouvent du sens. Comme je vous le disais au début, hein, on veut connaître, on veut comprendre, etc. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que les neuroatypiques, nous qui sommes hypersensibles, pour tous ceux qui sont neuro-A ou TDAH aussi, tout ça, et ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps cette année, et je me suis dit, waouh, mais tout se comprend. C'est logique. Un TDAH, son job, c'est de trouver des solutions. Donc j'ai dit, ça y est, je comprends. Pourquoi? Moi, je sais que j'exaspère mes copines des fois à toujours vouloir trouver des solutions. Il y a un truc, une solution. Sauf que elles, souvent, dans mon entourage, des fois, elles ou ils ou peu importe, ou la famille, eux, ils voient même pas le problème en fait.
il s'adapte avec le problème et en fait, bah, c'est comme ça, en fait. Il y a comme une fatalité des choses. Pour quelqu'un qui est TDAH, non, il n'y a pas de fatalité, quoi. Il y a un problème, il faut trouver une solution. D'où pourquoi souvent on fait des burn-out. Hein. Donc ça, il y a plein de vidéos sur ma chaîne là-dessus, si jamais ça vous intéresse, parce qu'on confond souvent la multipotentialité, la très grande curiosité, avec le TDAH. Après, on peut avoir un TDAH, voilà, et on peut aussi être juste multipotentiel ou très curieux et tout, et ne pas avoir de TDAH. Tout dépend. Mais je vous ai fait plein de vidéos là-dessus parce que c'est important, une fois de plus, de diagnostiquer pour avoir une vraie connaissance et conscience de soi. On en revient toujours à la même chose. Voilà. Pour s'appliquer ses propres méthodes et pas les méthodes de quelqu'un d'autre. Parce que si on a besoin de comprendre, on a besoin de comprendre. Si nous, on a besoin de silence, de solitude pour se régénérer, parce que le 7, c'est ça, c'est une question vitale. Le 7, il se régénère dans le silence, la solitude, mais la solitude de côté positif, hein, parce que le solitude, c'est un mot... mais non, ça fait un bien fou d'être seul, de se retrouver, d'être dans son cocon, dans ses centres d'intérêt. Après, des fois, il y a solitude et voilà, à faire quand même plein de choses. Et la vraie solitude, retour à soi. Ça demande une grande écoute. Et finalement, il n'y a pas tant de gens que ça. Et après, ça peut être carrément à l'extrême avec les gens qui partent méditer ou les vipassana pendant une semaine ou un mois ou je ne sais pas combien c'est. Retraite de silence ou les gens qui vont méditer de 3 mois comme les moines dans une grotte. Et là, pour le coup, après, c'est encore très, très, très à l'extrême. Mais se connaître, c'est la base. Un 7, il a besoin de solitude pour régénérer son énergie. C'est vital. Donc, si tu sais pas que tu es 7, si tu sais pas que tu fonctionnes comme ça, si jamais tu as une blessure de rejet ou une blessure d'abandon, tu vas faire quoi? Tu vas chercher le lien pour pas qu'on t'abandonne. Le lien, le lien, le lien. Tu vas tout le temps t'adapter aux autres. Sauf que si tu es 7, eh ben ça va pas. Tu t'épuises. Putain, le mental... Ton cerveau, il n'arrête jamais, quoi, en fait. C'est non-stop. Tu actives ton système nerveux, tu t'épuises. Mais une fois qu'on le sait, du coup, on sait qu'on voit qu'on est 7, ben on comprend, on dit OK. Donc, la solution, c'est quoi? C'est d'aller guérir ces blessures pour plus avoir ces liens d'attachement, cette peur d'abandon, du rejet et tout. Et comme ça, ensuite, on peut clairement dire aux gens, ben moi, en fait, j'ai besoin de moments de solitude, je suis assez solitaire, j'aime me retrouver avec moi-même, j'ai besoin d'espace où je vais pouvoir me retrouver, pas toujours en étant avec du lien, et du coup, on apprécie encore plus quand on est en lien avec les autres. Parce qu'on s'est écouté, on s'est reconnu, on a, chouchouté notre corps, notre tête, notre cerveau, notre système nerveux, avec ces moments d'écoute de soi, et du coup, on est en pleine forme après pour partager aux autres. Voilà. C'est un exemple, mais ça marche pour tout comme ça. La base, c'est la connaissance de soi. Aussi, connaître ses enfants, connaître ses parents. Ça permet tellement de comprendre. Du coup, on est moins dans le jugement. Quand on comprend, moi j'ai remarqué des fois quand on est en formation, hein, on est rarement, sur 10 personnes, on est toujours 2 ou 3 à être un peu solitaire. Mais tout de suite, on est jugé. Dès qu'on sort du groupe, dès qu'on n'est pas tout le temps avec les autres, c'est ah oui, un tel. Je ne sais plus les remarques que j'ai déjà entendues. Et du coup, la numérologie, ça m'a beaucoup permis d'expliquer. J'ai dit, mais en fait, c'est pas contre vous. Parce que tout de suite, les gens, ils pensent quoi? Les gens, ils se sentent rejetés. Ou ils jugent la personne comme si la personne ne veut pas être avec eux. Ben, en fait, non, pas du tout. C'est pas ça, quoi. C'est juste que nous, ben, on a besoin de moments de solitude, quoi. C'est pas parce qu'on fait un stage ou une retraite une semaine ensemble qu'on doit être tout le temps ensemble, en fait. C'est, putain, au bout d'un moment, moi, au bout de 2 jours, je pète un câble, quoi. Et quand j'ai fait mes stages de gens dessous, là, c'était sur 3 niveaux, etc. Et il y a des moments d'interaction, de pratique dans l'eau, de partage, bien sûr. On peut déjeuner ensemble et tout. Mais moi, après, j'ai besoin de m'isoler au moins 2 heures. Peut-être avant de reprendre l'après-midi. Et le soir, pareil, avant de se retrouver. Après le bassin, il y a 1 ou 2 heures, moi, dans ma chambre, toute seule, où j'ai besoin de me retrouver. Et il y a beaucoup de mes collègues, elles sont ensemble, elles font des trucs. Putain, elles n'arrêtaient pas, en plus, des fois.
le yoga, le footing, le truc, machin, tout. Mais en fait, moi, non, c'est pas possible, quoi. Mais quand on l'explique, les gens comprennent mieux. Pour pouvoir l'expliquer, il faut se connaître. Et j'invite aussi les gens à arrêter de juger aussi les gens parce qu'ils ont besoin d'être avec eux à des moments donnés. Voilà, c'est pas un rejet de vous, c'est juste que eux ils se priorisent parce qu'ils savent qu'ils fonctionnent comme ça. Voilà, parce que c'est toujours le problème. Il y a énormément de jugement en fait. Hein, on va avoir limite l'impression que si quelqu'un ne reste pas avec le groupe, la personne elle est associable quoi. Ben, en fait non, elle n'est pas associable. C'est juste qu'elle se connaît, elle connaît ses besoins de vitalité. Et en fait, voilà, mais toujours, dès que quelqu'un est un peu différent, on veut toujours lui faire ressentir quelque part un peu qu'il est associable en fait. Ou qu'il ne joue pas le jeu, qu'il n'est pas dans la team, ou ci ou là. Ben en fait non. Donc je vous invite vraiment à avoir un regard différent là-dessus. Et peut-être vous avez des enfants qui sont comme ça aussi. Peut-être vous en allez avoir un qui va être un pot de colle, qui va être tout le temps collé à vous, qui va avoir besoin du lien tout le temps tatitata. Et peut-être vous en aurez un autre qui va être solitaire, qui aura besoin de jouer tout seul dans sa chambre, d'être tranquille. Putain, mais n'allez pas lui toquer à la chambre toutes les heures, quoi. Ça va le saouler. Laissez-le profiter de cet espace d'intériorité qu'il va cultiver. Ça va cultiver sa curiosité, il va cultiver son intuition, il va se régénérer. Donc, parce que des fois, il y a des parents qui sont un peu anxieux. C'est les parents, des fois, qui ont besoin de lien, et du coup, ils vont être tout le temps à aller coller au basque de leur enfant. Mais bah, un enfant, c'est normal, il ne se connaît pas encore. Hein, et lui, il va savoir qu'il est bien tout seul, mais c'est pas qu'il rejette ses parents. Et pareil à l'inverse, des parents qui ont besoin de solitude, quoi. Il y a des moments, il faut se prendre 2 heures tout seul. Enfin, quand on a un boulot, des gosses, une vie active, un compagnon et tout, les gens qui ont du 7, du coup, je vous fais une grande parenthèse là-dessus, mais comme quoi, la numérologie, c'est tellement important de connaître ces nombres. Si vous prenez pas, mais minimum 1 heure par jour, il faut la trouver cette heure. Hein. Ça peut être en 4 fois un quart d'heure hein, dans la journée. Si vous ne trouvez pas des micro-espaces pour vous, juste pour lire un truc qui vous plaît, pour faire des petits exercices de respiration, juste pour rien faire, pour souffler, pour être dans le calme, mais vous allez péter un câble. Vous allez faire un burn-out domestique, un burn-out professionnel, un burn-out émotionnel, c'est sûr. Je suis 7, donc je sais ce que c'est. Hein, et les 7, on a tendance à être très mental en plus, donc très dans le mental, le petit hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et si en plus on est un peu émotionnel, ça veut plus être le 9, mais hyper sensible. Si on a les deux, moi je suis 7 et 9, septembre. Hein, en plus je suis du 16, 16 ça fait 7 et septembre. Mais j'ai aussi une mission spirituelle en 7. Donc autant vous dire, quand on a les deux, le mental, l'hypersensibilité et tout, et qu'on a beaucoup de blessures, ben on ne s'écoute pas du tout pendant des années en fait. Voilà. Donc, se connaître, c'est la base de tout. Connaître nos fonctionnements et pour les ajuster, pour rééquilibrer. Donc, l'abondance, quand on parle, réussir, l'abondance, gagner de l'argent, attirer l'amour, elle ne peut pas se manifester depuis un espace pas sain, pas stable, pas reconnu, pas en amour de soi. Elle ne peut pas se manifester sur des addictions, du contrôle, de la rigueur, du jugement de soi. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis aussi formée en Jiangsu parce que j'ai compris aussi que tout passait par le somatique et qu'une fois qu'on a tout compris, dans le mental, dans la tête, dans la connaissance, dans les conscientisations, c'est super, mais après on fait quoi? On est bloqué des fois dans un espace et là, vous allez peut-être aussi vous reconnaître. On est bloqué dans un espace en fait où, ouais, mais notre vie, elle change pas encore en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. Dans le corps. C'est pas que dans la tête. On a compris, ok. Mais le reste, il dit quoi, le reste du corps? Le reste du corps, il a des tensions, des douleurs. Il y a eu des fractures. Il y a des tensions. Les dents serrées, là, les mâchoires. Le soir, la nuit. Ici.
des douleurs dans les articulations, des problèmes de peau, des problèmes de ventre, d'intestin, et pour nous les femmes, plein d'autres choses. Hein, des endométrioses, des fibromyalgies, enfin, plein de choses. On a des nombres qui vont vraiment considérer le corps et qui vont montrer certains handicaps au niveau du corps. Dans la numérologie, on le voit. Et parfois, il y a du transgénérationnel, parfois, il y a des mémoires, parfois, il y a des loyautés. Et parfois, ça se traduit dans le corps. Et notre corps, en fait, comme il engramme tout, il a tout engrammé depuis petit. Notre corps, il a engrammé toutes nos blessures, tous nos chagrins de petits... Notre enfant intérieur, il a comment dire ça, tout s'est engrammé dans notre corps. Donc en fait, faut refaire le truc à l'envers. Faut désengrammer. Pour désengrammer, faut aller aussi libérer le corps. Donc il y a des exercices, il y a de la respiration, visualisation bien sûr, mais vraiment concrètement la respiration pour aérer, pour remettre de l'espace, du vide. Moi je vous parle souvent de la fréquence zéro. Remettre là, reconnecter avec cette fréquence zéro dedans, dans le corps. Et les exercices somatiques, donc il y a plusieurs méthodes que j'ai étudiées depuis maintenant quelques temps, douces, souples, parce que maintenant aussi on en a fini de la gonflette, les trucs physiques, les trucs, le sport dans la violence, se faire mal aux os, aux articulations, tous les sports à l'extrême. On le sait aujourd'hui d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont allés dans des sports extrêmes, ils disent ils ont le corps cassé en 10 000 quoi. Est-ce que c'est normal? Bah non, une fois de plus, c'est comme un burn-out du sport, un burn-out du corps. Pourquoi aller jusque là quoi? Pourquoi ce challenge de absolument ça vient de quelque chose ça vient de quelque chose il y a cette volonté de dépassement de soi. Pourquoi? Pour qui? S'il n'y a pas le travail psychologique qui est fait à côté, donc le corps, il va falloir désengrammer tout ça. Donc il y a plusieurs méthodes et moi je travaille surtout avec la méthode, avec l'élément eau. C'est pour ça que le Jiangsu m'a énormément parlé, intéressé, parce qu'on retourne à la source, on retourne à cet espace de notre première seconde, minute, heure de vie où on était dans l'eau. L'eau qui est la source de tout sur Terre, on le sait aujourd'hui, que la Terre, tout a été créé depuis une goutte d'eau. L'eau, c'est la vie, c'est la source, c'est tout. Donc voilà, pas de vitalité sans eau, il faut de l'hydratation, le corps doit être hydraté, le cerveau aussi. Donc en fait l'eau, je l'ai étudiée dans différentes formes, externes, internes, voilà. Le transgénérationnel aussi, donc sur différents niveaux, différents paliers. Et donc il y a toute une reconnexion qui se fait grâce à cet élément, entre autres, parce que du coup la respiration ça va être aussi avec l'air. Et en Jiangsu, on travaille avec les deux, l'air et l'eau, parce qu'on a un pince-nez. On a un pince-nez, et enfin la personne qui reçoit le soin a un pince-nez, et elle va respirer par la bouche, et c'est le praticien, donc nous, qui nous adaptons au corps, et qui nous adaptons à la respiration. Et ça libère des choses incroyables, parce que tout le monde a l'impression que c'est facile de s'abandonner. Donc justement, quand je vous parle du contrôle, si vous êtes contrôlant, justement, allez faire des séances de Jiangsu. Vous allez voir, ça va vous calmer. L'eau, ça revient à chaque fois, on revient dans la fréquence zéro avec l'eau. Ça permet de tout lâcher, tout libérer. J'ai même fait des séances à des personnes qui sont des professionnels de l'eau. Genre maître nageur ou qui travaillent dans l'eau, qui n'ont pas l'appréhension de l'eau et qui adorent l'élément eau, mais en fait, je me suis rendu compte, et c'est là qu'on voit que c'est pas si facile que ça de lâcher prise et de se laisser en fait porter par quelqu'un et de s'en remettre à cette personne. Et celle-là, on le voit parce que des fois, il y a le système nerveux au début qui s'active, on voit que les personnes, elles n'arrivent plus à respirer, elles savent plus. Parce que ça demande un exercice de lâcher prise et que pour certaines personnes justement qui sont très contrôlantes dans la vie, ça il y en a dans tous les corps de métier, et bien c'est pas facile de lâcher prise. D'où justement l'intérêt d'aller faire ces séances. Parce que petit à petit,
Ça va permettre de s'abandonner, de libérer et de faire ça dans un cocon. Parce que l'eau, c'est un cocon. C'est comme un ventre maternel. Et alors, vous allez me dire que peut-être que pour des personnes, le ventre maternel, c'était pas un cocon. Et bien, justement aussi, c'est peut-être l'occasion de réparer ça aussi. Voilà. Soi-même. Hein, donc ça ne dépend pas de démarche par rapport à l'autre. Il n'y a pas besoin. C'est en soi, avec soi. C'est ça là où c'est extraordinaire. C'est que tout le monde peut le faire. C'est en soi, avec soi. Voilà. Donc, on retourne à la source. La source de tout. De l'abondance, du bonheur, de l'amour, du coup, de tout ce qu'on peut manifester, de ce qui est important pour nous. Que ce soit de l'argent, des voyages, une famille. Ça part de ce point d'équilibre et de stabilité qu'on peut trouver dans ces deux piliers. Voilà. Et par ce retour au corps, à l'écoute de soi, à cette vitalité. Hein, parce que si on veut faire des choses, si on veut réaliser des choses, et si, bon, moi je suis entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur, si on veut entreprendre des choses, il faut être en santé. En fait, si on n'a pas la santé, pour les gens qui ont déjà été malades, on ne peut rien faire. Si tu as des putains de migraines, si tu as des douleurs dans des os, des endroits, si tu es bloqué carrément, immobilisé de certains endroits, bah en fait, tu vas rien pouvoir faire, en fait. Tu es concentré que sur ta douleur, sur ton blocage, sur ta souffrance. Donc, la base de tout, en fait, ne serait-ce pas la vitalité? Voilà, et puis après, il y a toute la question énergétique, savoir faire circuler. Hein, voilà, et on a des sciences qui sont tellement magnifiques, la médecine chinoise depuis tellement d'années, quoi. Les méridiens, on découvre ces dernières années les fascias, on découvre des choses qui ne sont pas des découvertes en fait. Hein, depuis la médecine chinoise, ils appellent ça le squelette souple. Ils connaissent ça depuis toujours. Mais nous, en Occident, voilà, il y a des choses qui ont été aussi étouffées, hein, d'ailleurs comme le pouvoir de l'eau, de plein de choses qui sont naturelles, qui sont extraordinaires. Ça a été un peu le diktat des médicaments et de Big Pharma, mais c'est bien aussi, il le faut. Et on est tellement pionniers dans plein de pointes, dans plein de chirurgies en France, et c'est extraordinaire, hein, on a découvert tellement de choses. Mais en fait, l'un ne devrait pas supplanter l'autre, et en fait, les deux devraient pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de docteurs à qui on parle de choses qui sont naturelles, reconnues depuis des milliers d'années et tout, et qui ne connaissent juste même pas, quoi, qu'on se dit, mais comment c'est possible? On a un peu perdu notre bon sens par rapport à plein de choses. Bref. Tout ça pour vous dire que donc, c'est pas juste une chose. Et c'est pour ça que si vous faites un travail ou un programme, ou si vous aussi vous aimez vous former que sur l'abondance, ou que sur le vouloir, ou que sur les stratégies, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est un ensemble. C'est pour ça que ce que je vais ensuite vous proposer, c'est des accompagnements qui sont longs, ou en tout cas qui sont long ou plus ou moins long, ça dépend, parce que ça peut être aussi même en retraite une semaine, ça peut être un accompagnement, mais vraiment focus. Mais il faut sortir de son cadre habituel, hein, d'habitude. C'est pour ça que c'est, comment dire, moi je peux me déplacer, par contre je me déplace, hein, mais c'est en dehors du système quotidien. Il faut couper les habitudes, changer et surtout de ne pas être préoccupé par des choses du quotidien. Il faut vraiment prendre ce temps pour soi. Donc la première des choses, c'est être décidé à prendre soin de soi, avoir vraiment décidé de vouloir vraiment changer les choses, transformer les choses. Si vous avez essayé plein de trucs, il n'y a rien, plein de trucs qui marchent. Pas, c'est normal, j'ai fait la même chose que vous, parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a plein de choses qui sont interliées, interconnectées, hein, et c'est comme l'histoire des maladies. Tu traites un truc et tu traites pas l'autre, ben en fait, ça marche pas. Ou alors, tu traites un truc et tu as les effets secondaires qui vont t'aggraver un autre truc. C'est exactement ça. En fait, il faut travailler ensemble sur plusieurs choses pour pouvoir pivoter vraiment et régler le truc. Donc, si tu travailles sur le corps et pas sur l'habitat, ou si tu travailles sur le corps physique, mais que tu ne travailles pas sur l'émotionnel, ou si tu travailles sur l'émotionnel, mais que tu ne travailles pas sur le corps, si tu ne travailles pas sur ta santé, si tu ne comprends pas pourquoi tu ne dors pas, comment tu vas être en forme, en vitalité, hein? Si tu ne comprends pas tes blessures, tu vas tout le temps subir des pics émotionnels. Tout est lié, en fait. Voilà. Donc, il faut juste apprendre à remettre les choses dans le bon ordre, à prioriser par rapport, on part toujours du problème qu'on a aujourd'hui. Hein, quel est le problème primordial aujourd'hui? Hein, est-ce que c'est un problème de santé,
de deuil, de chagrin, d'argent, de travail, de sens. Est-ce que c'est une quête de sens? Voilà, c'est quoi le truc aujourd'hui? On part toujours de ça. Et ensuite, il faut aligner plusieurs choses simultanément. Si c'est pas simultané ensemble, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne. Vous allez faire comme moi, vous allez passer 50 ans et à faire un truc acharné. Moi, je passais des jours, des semaines, des années à me former, à vouloir comprendre et à assembler les choses entre elles, à étudier l'habitat, à étudier le corps, à étudier les émotions, à étudier la psychologie, les blessures pour arriver à proposer quelque chose. C'est pour moi que je l'ai fait aussi. Mais un œuf, il sait que il partage aussi au monde. Hein. Quand on est neuf, c'est pour soi, pour les autres, pour le monde. Voilà. Mais d'abord, il faut le faire pour soi. Parce que si on ne l'a pas fait pour soi, toujours l'histoire du masque à oxygène, si on ne fait pas d'abord pour soi, on ne peut pas sauver les autres. Et en fait, pour le neuf, c'est aussi la question qu'en fait, on ne sauve pas les autres. Parce que les autres, s'ils ne veulent pas être sauvés, entre guillemets, en tout cas, s'ils ne veulent pas changer leur vie, transformer leur vie, et ben en fait, c'est leur décision, c'est leur libre arbitre. Et moi, toute ma vie, j'ai voulu aider les gens, sauver les gens, voilà. Et en fait, vouloir sauver les gens, c'est un pattern de l'enfant qui a été surprotégé, à qui on a dit, ben en fait, si je ne fais pas pour toi, toi, tu ne vas pas y arriver tout seul. Et en fait, quand on veut sauver les gens, effectivement, on leur enlève leur libre arbitre, surtout on leur enlève leur pouvoir créateur, leur pouvoir de décision pour eux-mêmes. Ils savent, chacun sait ce qui est bon pour lui. Et parfois, quand on est trop dans nos blessures, quand on est trop dans nos patterns, dans nos addictions, de toute façon, on ne le voit pas. On a l'impression que tout va bien. On est dans des dénis. Donc les gens, de toute façon, s'ils sont dans leur déni, on ne peut rien faire pour eux. C'est malheureux. Parce que des fois, ça touche des parents, ça touche des enfants, ça touche des chéris. On ne peut rien faire en fait, à part soi-même, faire pour soi et montrer l'exemple. Et peut-être à un moment donné, par effet de contamination, peut-être que il y aura quelques personnes qui seront curieux. Voilà, chacun a son temps, chacun a son rythme, etc. Et ça demande beaucoup de lâcher prise et moi, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ça. Le libre arbitre des gens, et parce que les gens qu'on aime, on veut qu'ils soient en bonne santé, on veut qu'ils prennent soin d'eux. Voilà, quand on voit qu'ils font des choses qui se détruisent, quand on voit qu'ils sont dans des relations toxiques, enfin voilà, ben, c'est normal, c'est humain. Mais en fait, chacun a son libre arbitre et on ne peut pas influer là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire pour finir là-dessus. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous occuper de vous. Transformez-vous vous-même. Voilà. Et ensuite, vous pourrez être j'allais dire un exemple, mais c'est même pas un exemple, quoi, parce qu'il n'y a pas une question d'exemplarité, mais vous pourrez être peut-être un petit relais. Voilà, un petit relais dans ce monde. Un relais, plus un relais, plus un relais, bah, force, ça fait peut-être une grande farandole qui se tient la main, et voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, 1 heure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait aussi long, même si j'adore les schémas longs, parce que comme vous l'aurez compris, il y a tellement de choses qui sont liées. Donc si vous avez envie d'avoir des infos sur le Jian-Tzu, le Watsu, il y a différentes pratiques, c'est en eau chaude. On a des flotteurs, il y a différentes méthodes. Dans tous les cas, l'eau, je recommande, ça fait du bien. L'eau froide, ça peut faire du bien aussi, bien sûr, c'est reconnu aussi aujourd'hui, mais attention, pour certaines personnes, si certaines personnes ont leur système nerveux complètement dérégulé, ça peut être encore plus stressant pour le corps et encore plus figé. On le sait que quand on a mal quelque part, on met du chaud. On se met une bouillotte de chaud, on se met de l'argile chaude, ça va décontracter, dénouer. Donc, si vous êtes déjà hyper tendu, moi, je ne vous recommande pas d'aller vous mettre dans un bain d'eau froide. Voilà, même si on sait ensuite que pour la santé, ça peut être très bon. Et que l'alternance chaud-froid, c'est très bon. Donc, voilà, chouchoutez-vous. De toute façon, vous savez. Votre corps, il sait. Vous savez de quoi vous avez envie. Ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Arrêtez de vous obliger, arrêtez de vous forcer.